toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir, comme Sarah Cissé l'a si bien annoncé, le plaisir de recevoir donc Pape Mamadou Kane, c'est le secrétaire général du SYDELS. Monsieur Kane, bonsoir. Bonsoir, M. Adair. Alors, on est à quelques jours de la rentrée scolaire, la rentrée des classes. Quelle est la situation de l'école sénégalaise? Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de prier aussi pour le repos en paix de son âme, de notre camarade Eliman Konaté, qui est décédé avant-hier, Paix à son âme. À Ngaï Mekhe, et aussi de prier pour tous les musulmans qui sont décédés, que vraiment Dieu ait pitié de leur âme. Je vous remercie vraiment de cette invitation pour une première à travers votre joli plateau de TFM Soir, pour expliquer effectivement aux enseignantes et aux enseignants les motivations de notre organisation syndicale par rapport à la pré-rentrée. Comme vous le savez, chaque année, il y a ce qu'on appelle la pré-rentrée. Mais cette pré-rentrée, souvent, est destinée au G7. Le gouvernement parle avec le G7 à Sali. Et Inch'Allah, je pense que c'est dans les jours à venir, d'ici demain. Vous êtes du G20 hein? Non, nous sommes du G20, effectivement. Oui. Donc, vous ne faites pas partie de... Oui, en fait, on fait partie parce que nous sommes des syndicats légalement constitués. Oui. Bon, mais avec ce gouvernement-là qui fait du n'importe quoi, parce que ne respectant pas les conventions ratifiées par le Sénégal, notamment la convention 87 et la convention 98, qui stipulent que toutes les organisations légalement constituées doivent être à la table des négociations, à la table des discussions pour le dialogue social. Parce que le dialogue social est inclusif, à tout point de vue. Mais pour vous, pourquoi le G20 est ostracisé par le pouvoir alors? Oui, effectivement, parce qu'après les élections qui ont eu lieu pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, des élections de syndicats, et les élections, il faut le dire, c'est des élections politiques. Les syndicats n'ont jamais fait d'élections. Ça ne sert à absolument rien. Les syndicats, c'est des enquêtes. Et ces enquêtes-là ont été toujours menées. Parce que l'État a les moyens de faire des enquêtes pour effectivement dire les syndicats vraiment qui sont crédibles, qui ont des militants, qui ont des sièges fonctionnels, qui ont vraiment un agenda et vraiment qui font vraiment du syndicalisme. De l'enquête à l'élection, est-ce qu'on n'a pas le même résultat finalement? Si c'est pour jauger de la crédibilité ou en tout cas de la représentativité d'un syndicat. Comme je l'ai dit jadis, c'était vraiment les enquêtes. Et après les enquêtes, tout le monde était aussi autour de la table de négociation pour discuter effectivement de la problématique des travailleurs. Ça, c'est le syndicalisme pur et dur. Maintenant, avec l'évolution, les gens ont estimé que maintenant, il faut des élections pour pouvoir mettre certains en rade et privilégier d'autres. Par rapport, particulièrement quand vous prenez le cas des centrales syndicales. Après les élections de représentativité, on les a dotés de beaucoup de moyens, beaucoup de moyens financiers, à de 300 millions par année. Ça, c'est extraordinaire, au détriment des autres. Où est le droit des minorités? Dans un pays qui se dit un pays, une république, qui respecte ses lois. Alors, donc, nous considérons qu'aujourd'hui, il y a une violation grave des droits des travailleurs. Il y a une violation des conventions ratifiées par le Sénégal. Il y a une violation de la Constitution et du Code du travail. Ça n'a jamais été comme ça au Sénégal. Pour une première, des gens se regroupent aujourd'hui pour vraiment mettre les travailleurs en rade, mettre les organisations syndicales légalement constituées en rade. Ça pose problème. Et ça, c'est inacceptable. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de rationaliser un tout petit peu vous savez... prolifération, j'y arrive, de syndicats, comme les partis politiques d'ailleurs. Mais absolument, nous sommes en démocratie. Il est libre à qui il veut de créer son syndicat. Il est libre à qui il veut de créer son parti politique. Ça, c'est la démocratie sénégalaise. Et cette démocratie, nous devons la consommer. Nous devons la rentabiliser. Mais aujourd'hui, si vraiment la démocratie constitue maintenant un frein aux travailleurs, aux populations, aux citoyens, mais ça pose problème. Donc, quand tu as les moyens de tes politiques, il faut les appliquer à la lettre. Mais si tu n'as pas les moyens de les politiques, il faut mettre tout le monde au même pied d'égalité. Oui, alors, on y va avec la situation. Avec la situation de l'école sénégalaise, comme je l'ai dit tantôt, chaque année avec le monitoring organisé par le gouvernement du Sénégal. Et je félicite tout d'abord Madame la ministre qui a été choisie, Mariama Sarr, qui est une femme qui a le profil vraiment de gérer le monitoring au niveau vraiment du système éducatif. Parce qu'elle est enseignante d'abord, elle est syndicaliste, ensuite elle est devenue ministre. Et c'est quelqu'un à qui nous avons confiance pour vraiment piloter ce monitoring. Jadis, ça a été piloté par des politiciens qui ne connaissent absolument rien du mouvement syndical, notamment, tant pour le citer Cheikh Kanté qui était là, qui a raté vraiment le coach, qui n'a rien apporté. Et aujourd'hui, depuis les élections aussi, le G7 n'a rien apporté aussi, n'a rien mis sur la table, n'est-ce pas, pour régler le problème des enseignants. Les enseignants crient partout. Nous voulons des actes, nous voulons des rappels, nous voulons le DMC, nous voulons des avancements, nous voulons des augmentations de salaire, mais rien n'a été fait. Ils n'ont rien mis sur la table. Donc je considère que l'heure est grave. Maintenant, pour régler ce problème, le gouvernement devait vraiment
prendre la balle au rebond et appeler toutes les organisations légalement constituées, comme on le faisait, pour qu'on puisse harmoniser, aller vers l'essentiel. Aller vers l'essentiel, c'est quoi? C'est aller vers l'apaisement. Et l'apaisement a un prix. Le prix, c'est quoi? C'est d'appliquer correctement le protocole signé le 17 février 2014. Juste avant de parler de ce protocole, vous avez parlé de monitoring. Vous nous expliquez c'est quoi le monitoring concrètement? Le monitoring, c'est tout simplement l'agenda fixé entre le gouvernement et le G7 pour dérouler de façon sectorielle, n'est-ce pas, l'applicabilité, n'est-ce pas, des points d'accord. Eux, ils ont dit qu'ils ont signé un protocole en 2018. Alors, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il n'y a jamais eu de protocole de 2018. Parce qu'avant, il y avait le Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Ça, il faut le rappeler. C'est important. Le Premier ministre Boun Abdallah Dionne, qui coordonnait les actions du gouvernement, avait la mémise sur le monitoring et aussi avait la mémise aussi sur le respect du protocole d'accord. Mais malheureusement, maintenant, depuis qu'il est parti, il n'y a plus de coordination entre les différents ministères. Et ça pose problème et ça c'est source de blocage aussi. Qu'en est-il du protocole du 17 février 2017? Vous parlez de 2014, mais déjà, il y a le protocole de 2018. De 2018, oui. Du 17 février. Je vous ai dit tantôt qu'il n'y a jamais eu de protocole de 2018. Il n'y a qu'un seul protocole, c'est le protocole global du 17 février 2014. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Avant l'avènement de Macky Sall en 2012, on avait signé le protocole de 2003, le protocole de 2005, le protocole de 2006, le protocole de... etc. Il y avait beaucoup de protocoles. C'est-à-dire il y avait beaucoup de syndicats qui signaient avec le gouvernement des protocoles, notamment le CELS, le QSAMS, l'US, le Gounia, etc. Et d'autres syndicats qui signaient des protocoles. Maintenant, avec l'avènement du président Macky Sall, le Premier ministre Abdoulaye Dione nous a appelé pour dire que nous voulons compiler tous les protocoles sous l'égide du ministère du Travail, dirigé par l'ancien ministre du Travail, Mansour Sy. Et vous vous rappelez de sa fameuse phrase, nous venons de signer un protocole réaliste et réalisable. À telle enseigne que tout le monde avait applaudi des deux mains. Mais malheureusement, depuis l'accord de ce protocole-là, nous courons de l'applicabilité. Je vous donne des cas. Par exemple, pour la question des actes, les habitats, c'est-à-dire les habitats sociaux, nous avons signé avec le gouvernement un protocole qui stipulait que nous devons avoir des parcelles au niveau de Dakar, au niveau de Ziguinchor, au niveau de Thiès, au niveau de Saint-Louis et j'en passe. Nous ne sommes pas des nihilistes. À Saint-Louis, c'était réglé. À Kolda, c'était réglé. Mais à Dakar, à Ziguinchor, au niveau de Kantène, ça pose problème. Et la viabilisation tourne autour de 7 milliards de francs CFA. Ça, ce n'est pas la mer à boire. Et depuis lors, nous courons derrière ça. Aujourd'hui, le prêt d'MC est gelé. Et ce prêt-là permettait aux enseignants de construire, n'est-ce pas, de se rentabiliser. C'est un prêt sans intérêt, un prêt revolving. Mais le 1er mai passé, moi je suis secrétaire général de la centrale syndicale, j'étais au palais et le président, dans son discours, a dit que je suspends le DMC, systématiquement, sans accord ni rien du tout. Alors que le DMC, c'est un accord, c'est une revendication des syndicats d'enseignants qui a été effectivement validée par le président Abdoulaye Wade, qui tourne de 2 à 5 millions de francs CFA, qui permettait à l'enseignant, n'est-ce pas, de construire ou bien de faire autre chose. Autre chose aussi, concernant les rappels. En 2018, Charles, le directeur de la solde, avait indiqué que, dans un rapport, le gap tournait autour de 100 milliards. De 2018 jusqu'en 2021, on n'a pas encore dépassé ça. Jusqu'à présent, le problème demeure. Le paiement des rappels de validation, les rappels d'avancement, etc. Ça pose problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est de régler rapidement ces problèmes-là. Au lieu maintenant de nous mener dans des choses qui ne sont pas des besoins ponctuels, n'est-ce pas, des enseignants. Notamment quand on parle de système de rémunération. Ça, ce n'est pas un protocole qui a été signé entre les syndicats et le gouvernement. Non. C'est-à-dire, il y avait une étude qui a été faite et cette étude a été effectivement destiné au président de la République, qu'il a exploité, et aujourd'hui jusqu'à présent on n'en parle pas. Mais jamais on en a discuté avec le gouvernement pour dire que voilà ce que nous voulons par rapport à ça. Ce n'est pas une priorité. La priorité aujourd'hui, c'est d'appliquer systématiquement le protocole du 17 février 2014. Si on le fait, l'école sera stable et l'école sera une école de développement. Et pour revenir concrètement à la rentrée scolaire, comment ça va se faire avec le Covid, qui a eu quand même pas mal d'impact dans les enseignements? Absolument, ça il faut le dire parce que la Covid vraiment a bousculé les Sénégalais et aujourd'hui nous sommes à quelques jours de la rentrée des classes. Le constat est grave, les écoles sont inondées, des écoles ne sont pas désherbées, il y a une prolifération, n'est-ce pas, de moustiques, de serpents et autres là. Nous sommes vraiment tous guettés par le danger. Et je considère qu'aujourd'hui, si l'État veut investir 30 milliards sur des tenues, mais ça, je pense que l'idéal serait de mettre ça dans les écoles qui sont sous les eaux. 30 milliards sur combien d'années? Sur 3 ans, à hauteur de 10 ans chaque année. Oui, okay. Ça, ce n'est pas une priorité. Nous considérons qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Parce que la question des inondations,
La question aussi liée aussi aux écoles qui ne sont pas des écoles qui sont sous la pluie, des écoles en paille, etc. Oui, les abris provisoires. Les abris provisoires, mais ça pose problème. Tant qu'on ne peut pas régler ces choses-là, on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il y aura une rentrée au bouteille comme le disent les autres. Parce que ça, nous pensons que c'est un slogan vide et chaque année on le chante dans les télés et dans les radios. Nous considérons qu'aujourd'hui, le protocole sanitaire signé entre le G8 et le gouvernement doit être appliqué. Aujourd'hui, les écoles doivent être... Mais justement, est-ce que toutes les écoles peuvent être logées à la même enseigne? Mais absolument, parce que les moyens sont là. Quand l'État dit que j'ai 30 000 pour acheter des tenues, alors que d'autres priorités sont là, mais mettons les 30 000 sur les priorités, à savoir mettre des latérines dans les établissements, des toilettes fonctionnelles, des points d'eau fonctionnels, n'est-ce pas? Et là, préparer les enfants vraiment à une bonne ouverture, je pense que c'est mieux que de les faire porter de belles tenues et de patauger dans les eaux. Ça n'a pas de sens, M. Der. Et des élèves qui ne mangent pas, les enfants aussi ont faim, ont soif, aller avec la cherté de la vie, aller dans les villages les plus reculés. Mais c'est la famine pratiquement. Et avant de donner à ces élèves des tenues, il faut leur donner à manger à travers les cantines scolaires. Il faut les revaloriser. Nous considérons qu'aujourd'hui, l'État doit prendre les priorités et les mettre devant les Sénégalais pour qu'on puisse vraiment avoir une école de paix, une école stable et une école de développement. Parmi les priorités, le niveau de l'école également, des élèves. On voit que pour le bac, maintenant, ça flirte autour de 30% de taux de réussite chaque année. Là également, des mesures pour relever le niveau? Mais absolument. Le camarade Damboy, tu l'as dit sur beaucoup de plateaux, le bac est pointé à 30% depuis pratiquement 5 ans. Depuis lors, il n'y a pas eu d'avancement, il n'y a pas eu de progrès. Mais ça, c'est extrêmement grave. En France, avec 80% de taux de réussite au bac, les gens sont dans les rues pour dire que ce n'est pas normal, parce que c'est faible. En France, je dis, il y a une année où il y avait le taux qui tournait autour de 70 à 80%, mais ça crée un problème. Aujourd'hui, au Sénégal, avec 30%, on applaudit. Mais nous sommes dans quel pays? Il faut le dire. Applaudir à 30%, c'est ça. C'est de n'importe quoi. Effectivement, aujourd'hui, nous devons mettre l'accent sur l'aspect pédagogique. C'est-à-dire rentabiliser les enseignants, les former pour qu'on puisse avoir une école de qualité, pour qu'on puisse aussi avoir des enfants de qualité. Sans une bonne formation de nos camarades, les enfants aussi ne seront pas bien formés. Donc aujourd'hui, au niveau de la FACEL, il y a une grève de la faim depuis pratiquement 3 jours. Et ces camarades ne réclament qu'une formation. Au Sénégal, on réclame une formation, alors que dans d'autres pays, on pousse les gens à aller se former. Donc ça pose problème. Je pense que le ministère de l'Éducation nationale, à travers l'aspect pédagogique, doit prendre vraiment ce dossier en main et le traiter le plus rapidement possible pour que vraiment, plus jamais qu'on réclame vraiment une formation pour les... On a eu également beaucoup de cas de violence l'année dernière. Des cas d'incivilité, d'indiscipline caractérisés. Là également, comment est-ce que vous allez faire face? Oui, d'ailleurs, il faut le dire, l'heure est grave. Aujourd'hui, nous enseignants, nous sommes menacés par nos propres élèves. Les parents aussi sont menacés. Violentés, vous êtes régulièrement violentés maintenant. Même aussi au niveau des maisons, les parents sont violentés. Inimaginable, il y a une dizaine d'années, tout simplement. Merci d'ailleurs. Quand on était élèves, vous et moi, vraiment, on avait du respect. Inimaginable. On avait du respect à nos professeurs, à nos enseignants. Moi, quand j'étais instituteur en Brousse, les gens me respectaient. J'étais très bien traité. Je ne payais pas le manger. Les élèves balayaient ma chambre. Ils m'amenaient de l'eau à manger. Vraiment, c'était mes amis, quoi. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Quand on violente vraiment quelqu'un qui va te former pour que tu puisses devenir un cadre ou bien, je ne sais pas, une personne ressource dans ce pays-là, mais ma foi, mais tout ça, c'est une crise de valeur au Sénégal. Parce que le problème semble être double, aussi bien au niveau de l'instruction que de l'éducation. Absolument. Et quand je fais référence à l'éducation et à la cellule familiale, d'abord avant l'école. Absolument. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation commence à la maison. Exactement. Ça, il faut le dire. Parce que quand tu as un enfant, tu dois l'éduquer, tu dois lui apprendre les bonnes manières. Maintenant, une fois à l'école, le professeur ou bien l'enseignant va lui inculquer le savoir-être, le savoir-faire. C'est ça notre job. Mais le reste, maintenant, c'est au niveau de la famille. Maintenant, s'il y a une crise familiale, qui émane aussi d'une crise économique et financière importante et sociale, parce que le Sénégal aujourd'hui traverse des moments très difficiles. Le taux de criminalité a augmenté, le chômage a augmenté, n'est-ce pas? Le banditisme. Tous les jours, on apprend une personne poignardée, n'est-ce pas? Et à la télé, à la radio, au vu aussi de tout le monde, on le condamne quelques mois après ou bien quelques semaines après, il sort, on dit qu'il a voyagé, il n'est plus en prison. Mais ça pose problème. Il faut une bonne politique de formation et d'éducation pour les Sénégalais. Les valeurs, on doit les restaurer. Mais ce n'est pas uniquement à l'école de les restaurer, c'est aux parents d'abord de restaurer les valeurs. Maintenant, le reste, nous allons maintenant apporter notre possible.
Mais sans cela aussi, bon, vraiment, les choses vont rester demeurées comme ça. Vraiment, merci beaucoup, Pape Mamadou Kane. Merci. SG, secrétaire général du SIDELS. Merci à vous également. Mesdames, Messieurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci bien.